sont mises à mal. Les bases de notre République sont minées, d'un côté par la défaillance des politiques et de l'autre par des mutations fondamentales de la société, avec l'évaporation des frontières, tant physiques qu'économiques ou technologiques. C'est dans ce quotidien en mutation globale et fulgurante que s'exprime de façon aiguë la perte de repères. Pour sortir de l'impasse où se trouve le citoyen, pris entre des replis identitaires et la défiance vis-à-vis des établissements politiques, il est nécessaire de rendre à la citoyenneté un contenu et un sens qui rassemblent et mobilisent autour des valeurs républicaines. Si nous voulons faire vivre notre idéal commun d'humanisme, les valeurs ne suffiront pas. Il nous faut des citoyens habités par un sentiment d'appartenance, des citoyens éclairés et désireux de s'engager, de promouvoir de nouvelles façons de vivre ensemble fraternellement avec plus d'égalité et de liberté dans un monde nouveau qui est déjà présent. Il est urgent de proposer des actions à la fois symboliques et concrètes pour établir entre tous un lien républicain. Le fil rouge de mon propos est que l'on ne naît pas citoyen, mais qu'on le devient. J'en distinguerai 3 étapes dans ce processus de la construction du citoyen. Premièrement, une citoyenneté ressentie et reconnue, puis une citoyenneté éclairée et émancipatrice, et troisièmement, enfin, une citoyenneté engagée. Pour chacune de ces étapes, nous formulerons des propositions pour tenter de définir, voire d'imaginer la place du citoyen de demain dans la République. En préalable, le comportement citoyen en France n'implique pas de jouir de la nationalité française. Tout résident étranger doit respecter les lois de la République, payer ses impôts, trier ses déchets, mettre ses enfants à l'école. Il participe à la vie associative et culturelle. Et pour les ressortissants de l'Union européenne, il peut participer aux élections locales et européennes. Il ne resterait plus pour distinguer celui qui veut se dire et être reconnu comme français que son droit à participer à la démocratie par les élections de ses représentants. Nous serons un peu plus ambitieux que cela. Première étape, la reconnaissance du citoyen. Être en possession de documents justifiant de la nationalité confère à l'individu une identité juridique, ce que certains ont appelé ou appellent une citoyenneté de papier. Mais pour beaucoup, cette identité ne se confond pas avec l'identité réelle. Il existe une solution de continuité entre celle qui est ressentie et celle qui est reconnue. Pour évoquer l'intégration, je vais citer Éder Morin. Il existe en France des processus d'intégration, mais on ne peut pas éviter les souffrances et les rejets, la peur instinctive de l'étranger, le poids des difficultés économiques. Il faut que le sentiment d'humanité soit plus grand que la peur. La question nous est donc posée de savoir comment réactiver une République française accueillante, comment retrouver dans notre société l'élan d'humanisme, de générosité qui avait fait de la France le grand pays d'immigration et d'intégration de l'Europe. Migration, intégration, hybridation. Ces phénomènes sont consubstantiels à la nature humaine, poussés tantôt par le désir de conquête, tantôt par la nécessité de quitter un territoire. Aujourd'hui, cette réalité est vécue par beaucoup comme une menace pour la société. La question de la citoyenneté et du pluralisme culturel semble être un défi aujourd'hui plus qu'hier. Car si la République française ne veut et ne peut légitimement ne s'adresser qu'à des individus, la société connaît, elle, la complexité du pluralisme culturel. C'est la conjonction de la force unificatrice de la République et d'un foisonnement vital d'une société pluriculturelle qui font notre cohésion citoyenne. Comment réussir la double nécessité d'intégrer un groupe ou un individu à la société dans le même temps que la société se doit d'intégrer l'individu et le groupe sans tomber dans le piège du communautarisme? La réponse passera par 2 sentiments indispensables au processus de la construction citoyenne, le sentiment de fierté et celui de dignité. Le sentiment de fierté s'exprime largement en cas de victoire sportive, démontrant dans ces occasions
que la fierté sait réunir ce qui est épars, mais elle est source de projections péjoratives dès qu'elle se rattache à la nation. La France est connue pour être le pays des droits de l'homme. Nous sommes dépositaires de ce patrimoine. La fierté citoyenne est un sentiment positif qu'il faut savoir extérioriser si nous voulons assumer nos engagements fondamentaux et susciter le désir d'appartenance et plus encore de participation et d'engagement. Liberté, égalité, fraternité. N'aurions-nous pas tendance à mal assumer cette trilogie en raison d'une histoire de France et plus globalement occidentale qui ne s'est pas toujours illustrée par le respect de ces principes? Ce sentiment fait l'objet tantôt de récupérations nationalistes étroites et fermées, tantôt de critiques portées par ceux qui conjuguent encore au présent l'histoire sombre de notre colonialisme, sans mettre en lumière les liens culturels et symboliques qui unissent nos continents. C'est parce que nous savons qu'ils ont été bafoués dans notre histoire, de la colonisation à la collaboration. C'est parce que nous reconnaissons ces outrages à nos principes que nous devons être vigilants et exigeants. On ne s'attache jamais autant qu'à ce qui nous a coûté. Faudrait-il voir dans notre indifférence blasée d'enfants gâtés le renoncement à les défendre? C'est à la liberté guidant le peuple que nous identifions notre fierté, unificatrice face aux assaillants de tous bords. La dignité. La législation qui affirme l'égalité des droits civils, économiques et sociaux repose sur l'idée fondamentale et universelle qu'au-delà des droits du citoyen, il existe des droits de l'homme en tant qu'homme. L'individu, ici de culture autre que la nôtre, ne saurait en être privé puisqu'il n'en est pas moins homme que le national anciennement installé. Si pour certains, l'ethnicité est un choix, pour la plupart, elle est subie, seule protection et sceau de solidarité quand la société dans son ensemble rejette ou ignore l'individu. Reconnaître l'autre dans sa différence, sa spécificité, sa singularité, ne pas exiger de lui l'invisibilité, c'est lui permettre d'accéder à une réelle citoyenneté. Cette reconnaissance confère une dignité à l'individu sans laquelle il ne peut devenir un citoyen digne. C'est dans ce manque de reconnaissance que se trouve le ferment d'une quête d'identité, aboutissant parfois à des choix extrêmes. La dignité repose sur la reconnaissance de la singularité de tous et de l'égalité entre tous. Comment la renforcer? Nous proposons deux mesures, l'une positive, l'autre plus incitative. Une action positive serait l'instauration d'un rite de réception à la citoyenneté. Il réunirait celles et ceux qui auraient 18 ans dans l'année, l'âge légal du droit de vote et donc du plein exercice de la citoyenneté. Nous pourrions imaginer que pendant quelques jours, ces jeunes impétrants seraient réunis, échangeraient au cours de débats leur vision de la citoyenneté et de son exercice, encadrés, informés par des équipes pluridisciplinaires composées de représentants d'associations de lutte contre les discriminations, d'historiens, de sociologues, pourquoi pas de philosophes. Le vécu de la citoyenneté devrait être présenté comme la réalisation, notamment au travers de la laïcité, de l'aspiration à la liberté, augmentée de l'acceptation de la liberté de l'autre, de la nécessité de la réciprocité pour que le système soit reconnu comme juste. Ces journées citoyennes seraient symboliquement clôturées par une cérémonie ouverte à tous, où chacun se verrait reconnaître solennellement le statut de citoyen. Apprentissage, partage, mémoire commune, autant d'ingrédients nécessaires à souder, génération après génération, une communauté, quelle que soit l'origine de ses membres. Il conviendra d'imaginer un rituel simplifié mais symboliquement fort pour les nouveaux accédants. La mesure incitative. Elle s'appuierait sur le respect de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite. « Tous les citoyens étant égaux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. » Cette mesure sanctionnerait ainsi fortement tout établissement public ou privé y contrevenant par la création d'une institution forte et dissuasive, comme peut l'être le modèle du Trésor public. Après cette première étape que je pourrais résumer par la formule du français de papier au français de raison, j'en viens à l'étape suivante, la construction d'un citoyen éclairé et émancipé.
L'État, au travers de la citoyenneté, doit contribuer à l'évolution de l'individu, assurer sa capacité à se définir comme un être libre. Ces principes qui, sur un plan moral, ne peuvent qu'entraîner une adhésion unanime, n'inspirent plus que des discours. Ils sont déracinés, désancrés de la réalité vécue. Les décisions politiques prises semblent ignorer l'effritement de ce socle. Au vu de ce constat, deux questions vont se poser. Si le combat de la langue est définitivement gagné par les anglo-saxons, et j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas sous-estimer les répercussions de l'hégémonie de l'anglais sur les mentalités. Une langue porte avec elle ses valeurs culturelles. En adoptant l'une, les autres vont s'imposer. Alors, quelle stratégie pour valoriser notre conception unitaire et permettre ainsi aux citoyens éclairés de la promouvoir à son tour? La réponse passera par un rappel de la singularité française au travers notamment de sa laïcité. Comment, en 2016, offrir la possibilité aux citoyens de se construire comme l'être libre et autonome caractérisé par les Lumières et concrètement appelé par la Constitution de 1793? Cet adulte éclairé est le fruit d'une instruction. Comment l'école, qui est au cœur du projet démocratique, peut-elle retrouver ce pour qui et pourquoi elle a été institutionnalisée? C'est-à-dire permettre à l'enfant de s'émanciper de ses particularités centrifuges et former un citoyen voué à définir et à incarner l'intérêt général. Pour nos propositions, je vais reprendre trois marqueurs forts de notre conception républicaine: la singularité française, la laïcité, l'école. Le citoyen est donc la singularité française. Pour une république laïque, on ne peut que s'étonner des références constantes à un héritage judéo-chrétien. Nous devons pourtant à l'héritage d'Athènes et de Rome les fondements de la démocratie, les principes de citoyenneté, de constitution, d'état de droit, les valeurs de liberté et d'égalité devant la loi, avec cette limite importante que leur citoyenneté était déterminée par la naissance ou ne donnait pas à tous l'accès à la participation à la vie politique. Ces principes sont à la base de la Constitution de 1793. C'est l'histoire de ce lien qui permet de comprendre et d'adhérer au système unitaire français. Cette progression historique, portée par les élans d'humanisme et d'universalisme, doit être rappelée, approfondie tout au long du parcours scolaire. Expliquer encore en classe les oppositions entre le modèle anglais, qui définit le citoyen par son appartenance à une communauté particulière, pour lequel l'intérêt général est composé des intérêts particuliers, et la conception d'une citoyenneté unitaire et totale dans le modèle français, où la République intègre des individus et non des communautés, et où l'intérêt et la volonté de chaque citoyen s'identifient à l'intérêt et à la volonté collective. La nation est une création historique. Cette vision-là de l'histoire ne peut être cantonnée au cours d'éducation civique pour autant qu'elle y figure. Le citoyen et la laïcité. La citoyenneté est le fait pour une personne d'être reconnue membre d'une cité nourrissant un projet commun auquel cette personne souhaite prendre une part active. Il apparaît d'emblée cette réciprocité au fondement de la citoyenneté. Le projet demande l'adhésion du plus grand nombre, chaque citoyen étant alors porté par la vague d'une large participation, puis étant reconnu comme y prenant part. Il doit viser tout citoyen sans distinction d'origine, de sexe, de croyance, pour n'exclure a priori aucun. Ce projet a donc un caractère laïque. Autrement dit, c'est l'instance qui a permis de fonder le projet qui est laïque, c'est-à-dire le gouvernement et les institutions de la cité. Dans notre République, on parle à cet égard de l'État. L'État est laïque. Il est ici intéressant de rappeler que l'État porte la bannière de la laïcité, que ses écarts, ses incohérences, ses accommodements vis-à-vis des religions sont ceux qui en premier lieu nuisent à la laïcité. Face aux attaques, aux régressions, atermoiements, compromis, l'attitude des politiques a été d'affubler la laïcité d'adjectifs comme nouvelle, positive et bien d'autres, qui, loin de la défendre, ont contribué à en disperser son sens. Il faudra arrêter de la disséquer comme une moule sur une paillasse à vous donner l'envie de ne plus jamais y toucher. La pédagogie de la laïcité doit se faire en énonçant ses principes simplement, en traitant conjointement de la neutralité de l'espace politique et de son pendant dans la vie quotidienne du peuple,
en rappelant la liberté absolue obtenue grâce à la séparation laïque. Dans ces conditions, on pourra espérer dépasser les craintes et les frustrations. Le citoyen éclairé et l'école. Il n'y a de citoyenneté que si elle s'incarne dans des citoyens instruits. Or, l'instruction publique est en crise, crise de reconnaissance, crise de perte de sens, devenue l'arène où se délite la laïcité. En première ligne se trouvent les instituteurs, aujourd'hui les professeurs des écoles, qui furent longtemps appelés les hussards noirs de la République. Ils et elles faisaient partie de l'élite républicaine. Il faut redéfinir la place de l'instituteur au sein des institutions, rappeler leur engagement de défense des valeurs. Si aujourd'hui l'enseignement est devenu souvent une passerelle providentielle plus qu'une vocation, rien dans leur formation ne peut susciter de nouveau le désir de la transmission. L'école est l'institution de la citoyenneté et c'est sur elle que doivent porter nos efforts, car de sa qualité, de son engagement républicain, dépendront les qualités et les engagements des citoyens de demain. Durkheim insistait sur l'importance primordiale qui revient à l'école dans la formation morale du pays. Que reste-t-il de la promesse de l'école laïque, cette fabrique à citoyens? Renoncement encore à assurer le double rôle de l'école, celui de donner à tous les capacités nécessaires pour participer à la vie publique par l'apprentissage de la langue, de la culture, et celui de créer une mémoire commune par le contenu de son enseignement. Ce futur citoyen devra savoir élaborer une pensée et l'exprimer. Il sera capable de discernement dans un monde où l'information est anarchique et labyrinthique. Je formulerai 2 propositions pour illustrer cette nécessaire métamorphose. Tout d'abord, accorder une place équivalente à celle des autres matières à l'étude de l'histoire des arts. Et je dis bien équivalente, c'est-à-dire avec des cours et une pédagogie, et pas comme cela se fait actuellement en classe de 3e. Je ne reviens pas. Cela permettra d'acquérir, outre une ouverture d'esprit et le partage d'un patrimoine culturel, un langage élaboré sachant manier les abstractions. Il n'est plus à démontrer qu'il existe en effet un rapport entre le niveau socio-économique, socio-culturel des familles et le développement linguistique de l'enfant. Au commencement était le Verbe. Je reprendrai au pied de la lettre sans vergogne les premiers mots de l'Évangile selon saint Jean pour pointer du doigt cette inégalité de base. Il est du devoir de l'école de la combler pour ne plus être une courroie de transmission des inégalités. Plus l'accès au langage, à la syntaxe sera limité, plus la pensée sera pauvre et les capacités d'abstraction et d'élaboration défaillantes, plus l'enfant, l'adolescent, sera vulnérable au discours construit des prosélytes de tout genre. Notre deuxième proposition, l'apprentissage de la démarche critique. Au même titre que des travaux pratiques de physique-chimie, travailler à légitimer ou à discréditer une information ou une idée communément admise. Sur le modèle des études sociologiques, apprendre à bâtir des hypothèses et à construire des éléments de réponse argumentés. Cela peut s'initier dès le primaire, en abordant des idées reçues rencontrées dès le plus jeune âge, concernant par exemple les différences hommes-femmes ou les différences ethniques. Il faut rendre ainsi à l'école son rôle primordial dans l'affranchissement des déterminismes, dans l'apprentissage de la raison contre la crédulité, pour être un lieu de partage et de rencontre qui marquera la mémoire d'un citoyen éclairé. J'en arrive à présent à notre troisième étape, la citoyenneté engagée. L'idéal républicain apparaît flou, complexe, terni, phagocyté par des discours simplistes au service de projets discriminants ou mortifères auxquels certains adhèrent plutôt que de ne pas en avoir du tout, quand d'autres choisissent de renoncer à l'expression même de leur souveraineté à travers le vote. Cette désaffection touche une grande partie de la population française. La crise économique n'est pas une justification suffisante pour éclipser l'éthique de nos valeurs républicaines. Il nous faut penser la nation pour qu'elle reste solidaire et accueillante et non pas fermée sur elle-même. Comment répondre au désarroi profond et fédérer une population multiculturelle autour d'un projet commun? Et comment vouloir définir un projet de commun qui donnerait envie et vie à la citoyenneté sans négliger la préoccupation de permettre à chacun d'avoir son propre projet de vie?
Dans une société où l'individualisme remplace le collectif, où le virtuel supplante le réel, les hommes et les femmes n'en ont pas moins qu'avant le besoin et le désir d'appartenance à un groupe. C'est la raison du succès des communautés et réseaux sociaux, quand les individus se rassemblent par affinité, certains pour avoir moins froid, d'autres dans un entre-soi stérile. Une communauté de citoyens, unis dans un même idéal, n'est pas un cercle fermé. Elle se doit de rayonner en faisceau. Il nous faut définir les champs où les citoyens pourront se reconnaître égaux les uns aux autres, où le vivre ensemble sera une réalité vécue et non un principe dépourvu de réalité concrète. Pour être à la hauteur de ces principes, la France doit nourrir des projets ambitieux. Voici quelques propositions. Nous voici à présent devant un individu que la société a préparé être un citoyen éclairé. Qu'attend-elle en retour et qu'espère le citoyen de cette mission? Concernant la société, il est important de rappeler que fondamentalement, la citoyenneté repose sur l'acceptation conjointe de droits et de devoirs. Il faut dépasser la vision d'une citoyenneté de marché composée d'individus guidés par la seule recherche de l'échange favorable. Or, partager, vivre en commun, implique de donner et de recevoir, de construire ce dont on attend en retour, et d'abord symboliquement en dessinant la figure de l'intérêt général, ce qui signifie en agissant politiquement. La Constitution de 1793 exprime clairement le devoir de solidarité entre les membres de la société politique. Le devoir du citoyen est d'interpeller, de manifester, de lutter contre les injustices et de défendre concrètement les valeurs républicaines. À présent, les aspirations du citoyen. La citoyenneté apparaît antinomique avec l'individualisme. Elle présuppose pour s'exprimer l'égalité. L'égalité présuppose l'altérité et l'altérité amène à la solidarité, à la fraternité par l'engagement et la participation. La participation est tout à la fois le moyen et le but de l'intégration. Nous aborderons deux sujets qui nous paraissent importants: la vie de la cité et la participation au bien-être de tous. Les réseaux associatifs sont des vecteurs d'intégration sociale et d'expression de la citoyenneté. Ils participent à la vie démocratique et renforcent la citoyenneté de ceux qui y contribuent. De nouvelles formes d'engagement citoyen pourraient être proposées dans le domaine politique pour favoriser l'implication de personnes qui ont été jusque-là extérieures au processus de décision. Par exemple, à l'échelle la plus décentralisée, à travers la participation aux conseils municipaux. Ceci pourrait être constitué en partie de tirage au sort sur les listes électorales au même titre que les jurys de cour d'assises. La mixité sociale se retrouvera ainsi représentée. Le citoyen sera confronté à des réalités économiques et sociales qu'il lui faudra appréhender, comprendre, aider en cela par des formations adéquates. Cette expérience sera enrichissante tant pour le citoyen que pour la collectivité. L'entreprise prendrait en compte le temps passé à cette fonction, comme elle le fait pour les activités syndicales. Participation au mieux-être de tous, c'est la concitoyenneté. La citoyenneté doit être une promesse, une possibilité réelle d'accomplissement personnel. Il est nécessaire de généraliser la participation citoyenne en instaurant un temps citoyen obligatoire. Cette ou ces périodes permettraient aux individus de toutes origines et milieux sociaux de participer conjointement à des activités citoyennes. Tutorat, réhabilitation d'urbanisme, accompagnement scolaire, familial et bien d'autres encore. La mixité dans l'action, l'égalité de statut, entretiendrait le lien social et accomplirait la compréhension mutuelle de personnes qui n'avaient aucune chance de se rencontrer ou d'agir ensemble. Plus qu'un levier de la cohésion sociale, cette citoyenneté mettrait en pratique les valeurs de solidarité et de fraternité. Ce temps citoyen, équivalent à un certain nombre de trimestres, impliquerait ainsi les entreprises dans la vie sociale, en s'inspirant, mais en mieux, c'est pas difficile, des temps de formation, et en redéployant l'action syndicale qui pourrait jouer un rôle dans cette organisation. Dans une époque où l'individu ne peut plus compter sur le travail pour le définir,
Il est urgent de lui proposer un rôle et une place exigeante à la mesure d'ambitions nouvelles, lui permettant d'exploiter et de faire fructifier ce qu'il est et non ce qu'il possède. En conclusion, je voudrais souligner, d'une part, que toute société repose sur un mythe, une histoire, des rituels, un projet commun. Au travers de cet exposé, nous avons redessiné, reformulé ces éléments fondateurs. Il reste à inventer l'expression d'un nouveau mythe républicain. Et enfin, face à l'urgence de l'action, nous espérons susciter des propositions. Celles-ci seront nécessairement ambitieuses, audacieuses, utopiques. Mais comme Victor Hugo, nous pensons toujours que l'utopie est la réalité de demain. Je vous remercie.